Bienvenue dans le podcast Coquillage Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord du podcast Coquillage Or et Argent. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, surtout en bonne compagnie, car oui, aujourd'hui j'ai une invitée exceptionnelle qui s'appelle Wendy Zaibo et qui est riche en expérience de vie. Elle a accepté de parler d'argent sur ce podcast, de son rapport à l'argent à travers son univers. Sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Mais avant, je vais lui poser une question. Wendy, bonjour. Bonjour Eleonore. J'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi. J'ai vu sur tes réseaux qu'il y a une phrase qui m'a marquée. C'est « Les définitions appartiennent aux définisseurs et non aux définis » de Toni Morrison. Ça m'a fait sourire et je me suis dit, mais comment je vais lui demander de se définir? Qui est-elle? Donc, je te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? C'est une belle question et c'est une belle introduction. En effet, cette phrase de Toni Morrison, on la retrouve sur pas mal de mes réseaux. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal justement à me définir, à rentrer dans une case et à ne pas en sortir. Et dans le même temps, c'est toujours compliqué, tu sais, quand on te pose cette fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et, euh, et dernièrement, j'ai eu une expérience ce week-end où j'échangeais avec une personne qui disait que, par exemple, elle, c'était un homme qui était en couple avec une femme et ils ont des enfants et leurs enfants sont dits métis. Et en fait, il disait qu'à chaque fois qu'on vient lui demander euh, que sont ses enfants, il répond directement, est-ce que tu as 30 minutes pour que je t'explique? Si tu n'as pas 30 minutes, ça vaut pas la peine que je réponde. Et en fait, j'aime beaucoup cette approche parce qu'en effet, je considère que je suis multiple et je peux répondre des choses en fonction du temps qu'on a, tu vois. Ok. Mais j'essaye même moi dans la manière dont je me définis aujourd'hui. C'est trop compliqué les labels, quoi, parce que tu poses un label Oui, et puis t'es jamais que je ça, t'es aussi plein d'autres choses. Mais quand même, pour essayer de faire l'exercice et de répondre à la question, je pense que les mots qui me correspondent, en tout cas avec lesquels je suis encore à l'aise aujourd'hui, c'est le fait d'être une oui. artiste qui crée, d'être une artiste oui, qui a envie de mener cette vie de manière, comment dire, en donnant de la place, en offrant de la place, en tout cas, à ses rêves et à ses ambitions dans le contexte actuel. Donc, voilà. Ok, intéressant. C'est à la fois hyper beau et pragmatique, j'aime bien.
c'est l'expérience qui parle. Et du coup, peut-être avant d'aller sur cette casquette artistique qui te Mhm, définit le plus, on peut aller faire un retour en arrière. mhm. Et concrètement, comme j'ai dit, on va parler d'argent. Je voulais te demander quel a été ton premier rapport à l'argent? Que représente l'argent pour toi quand je te dis argent? Hmm. Euh, Quand tu me dis argent, je sais que chez moi, ça fait bouger pas mal de choses, dans le sens où ben, je pense que c'est un mot que je ne comprenais pas nécessairement. Tu sais, quand tu grandis, en tout cas moi, dans la manière dans laquelle j'ai grandi, j'ai pas reçu d'éducation autour de l'argent. Personne s'est assis en face de moi en me disant, alors ça, ce sont des euros, ou à l'époque des francs, et voilà ce qu'on en fait, voilà à quoi ça sert. Tu dois en garder ou pas en garder, faut en donner ou pas en donner. Tu vois, j'ai jamais eu de conversation, ne serait-ce que là-dessus. C'est tu grandis, tu nais. C'était tabou dans ta famille ou? Je pense pas que c'était tabou, mais je pense que ça fait partie de la vie, quoi. Donc, en tout cas, c'était là, et puis il faut faire avec, et il en faut pour faire certaines choses, tu vois. Euh, mais donc, du coup, tout ça pour dire aussi que c'est quelque chose que je ne connais pas en soi, tu vois. Et donc, comme beaucoup de choses, quand on ne connaît pas, on a pas mal d'appréhension, pas mal de peur, pas mal d'inquiétude. En tout cas, chez moi, ça crée ça. Et donc, le fait de ne pas avoir de connaissances sur ce que c'était, euh, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, alors aujourd'hui, ça a évolué parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais, euh, mais je sais que pendant longtemps, ça créait de grosses peurs, la peur d'en Mhm. manquer, la peur de ne pas en avoir, parce que je pense que c'est aussi forcément lié à l'environnement dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans une famille modeste, mais tu vois, les notions d'héritage, c'est pas des choses qu'on connaît dans ma famille, les notions de Ok. propriété, tu vois, de propriétaire de terre, de terrain, c'est pas non plus des choses, tu vois, Mhm. auxquelles je suis, ou en tout cas j'étais sensible. Donc, on va dire que quand on me dit argent, je dis surtout qu'on apprend à se découvrir, quoi, tu vois, à se connaître et D'accord. à cheminer l'un en face de l'autre, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire ou d'être quand justement tu me dis que tu as pas forcément eu cette éducation autour de l'argent, quand tu étais, enfant? Qu'est-ce que toi, plus tard, dans ta vie d'adulte, tu as eu envie de faire? Où a été le déclic, en fait? Où est-ce que tu t'es dit: «Ben, là, il est temps d'y aller, quoi, de prendre le sujet, Hmm. à bras-le-corps»? Euh, je pense que tu sais, comme tout le monde, il y a des phrases que tu répètes comme ça sans trop savoir ce que ça veut dire en disant, enfin, comment dire, tu sais ce que ça veut dire, mais tu mets pas forcément des chiffres ou ce genre de choses, tu vois, en disant, plus tard, je vais être riche, je vais être millionnaire, je vais avoir beaucoup Ça d'argent, voulait dire quoi pour toi être tu riche? vois, ben, c'est Ça quelque voulait chose, dire combien d'euros? c'est ça, c'est une question à laquelle moi j'essaye de répondre. Je disais pas que Mmh, je voulais nécessairement, enfin, comment dire, euh, alors attends, excuse-moi une petite seconde, pas de problème, vas-y. excuse-moi. Et donc je disais que oui, donc dans ce rapport, Tu as eu des frustrations qui t'ont amené à te dire: «Ben, je vais être riche plus tard», en fait, c'est ça? en fait, c'est Comment pas ça s'est passé? nécessairement que j'ai eu des frustrations. Je pense que j'avais surtout des ambitions. C'était pas tant des Mmh. frustrations initialement parce que je pense qu'il y a des choses dont je me rendais pas compte. Je, Mmh. euh, C'était plus ouais les ambitions parce que je voyais des choses. Tu vois, par exemple, un des souvenirs que j'ai très jeune, c'est celui euh, de regarder Marie-Josée Pérec, tu vois, aux Jeux Olympiques et que je considérais comme une idole. Et pour moi, c'était plus la pensée. Ce que je me disais plus, c'était waouh, j'aimerais trop être comme elle, tu vois, avoir accès à ces espaces, à pouvoir être reconnue comme elle. Et du coup, ça, tu l'associes à une certaine manière de vivre, tu vois.
et Oui. donc du coup a des moyens qui permettent de vivre cette vie-là, mais je me rendais pas compte de ce que ça vaut et combien il faut avoir, tu vois. Mm. Donc je pense que c'est plus ouais lié à des ambitions qu'à des frustrations parce que je voyais des personnes être dans certaines situations et je voyais bien que c'était pas la mienne. Donc forcément tu te dis OK, qu'est-ce qu'elles ont ou qu'est-ce qu'elles font qui permet d'être à ces positions-là, tu vois. Ok, ben il faut courir. Ah, exactement, et vite en plus. Voilà, très vite. Je comprends, je comprends. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'idoles, hein, que ce soit Marie-Josée Pérec ou d'autres, des athlètes de haut niveau qui ont vraiment porté. Moi, je me rends compte aujourd'hui qu'avec le temps et qu'avec mon travail sur l'argent, que c'est pas toujours rose de l'autre côté, que c'est pas Mhm. forcément aussi riche matériellement qu'on pourrait le penser. Même si en termes d'expérience humaine, je pense que c'est C'est clair, extraordinaire, mais les conditions dans lesquelles ils font cela ne sont pas forcément toujours évidentes. Hein. c'est clair, Ouais. Je le dis aussi parce que ben, bientôt, on sait ce qui va arriver à Paris, nos tout fameux à JO, fait. donc La réalité n'est c'est pas la même voilà, pour tous les tous sportifs, les pour tous les sports. athlètes, pour tous les, puis après même quand on parle dans le domaine artistique, c'est la même chose. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait comme ça des personnalités, tu vois, Marie-Josée Pérec, Michael Jordan, Ah oui. tu sais, enfin, Mhm. que tu regardes et t'es là, ah ouais, donc voilà. Ok. Ok. Et est-ce que tu dirais pas du coup que tu me parles d'ambition? Mhm, Les gens que tu me cites sont principalement des athlètes. mhm. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien qui est fait entre richesse et sport, dans le sens où la seule manière d'accéder à la richesse est via soit le sport ou peut-être aussi le domaine artistique, qui est un peu ce qu'on retrouve beaucoup dans les communautés noires. Bah, Il ne faut en pas se fait, le cacher. c'est surtout une question de représentation, en fait. Encore une fois, c'est d'où tu parles, d'où tu viens, quels sont les modèles qui sont autour de toi. Venant d'une famille dite modeste, euh, les représentations que l'on a en majorité, surtout quand les médiums, tu vois, les canaux qu'on utilise ou qu'on consomme le plus sont la télévision, les personnes qui te ressemblent en grandissant, c'est soit des artistes, soit des sportifs. Tu vois, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas personnel, j'ai pas grandi, je sais pas, moi, avec, des, Les entrepreneurs, ouais, qui ont fait carrière et qui ont absolument réussi, et des entrepreneurs, tu vois, qui sont des businessmen ou businesswomen, qui ont aussi réussi dans leur domaine. Tu vois, mes deux parents, sont profs. Enfin, à ce que je sache, être prof, ça rend pas riche, tu vois. En tout riches cas, en éducation. en tout cas pas dans les écoles dans lesquelles Oui. il travaillait, Mhm. tu vois. Donc, Mhm. donc forcément, mon environnement n'est pas n'est pas rempli de personnes qui pourraient représenter ça. Après, toutefois, ça c'était surtout quand j'étais au primaire. Après, moi j'ai été dans une école privée euh, quand j'étais au collège, enfin fin primaire et collège, parce qu'au lycée je suis repartie dans le public. Mais par contre, je sais que le privé, ça a été une expérience aussi intéressante parce que je me suis retrouvée à être dans des espaces où il y avait des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Et ça, je l'avais Mhm. compris, notamment ben, quand tu es invité aux anniversaires et tu vois bien que la maison de tes copains ne ressemble pas à ta maison. Quand Mhm. tu vois les manières les marques qu'ils ou elles peuvent porter Oui, et que toi, tu ne portes je pas vois. parce que quand tu vas faire les magasins, tu vois le prix et tes parents te disent, mais même pas en rêve. Enfin, tu vois, donc là, tu Mhm. commences à identifier il y a des différences, tu vois, et qu'on n'a pas les mêmes moyens et les mêmes revenus. Mais encore une fois, vu que c'est pas des conversations que j'avais autour de ça, c'est vraiment moi et mon esprit d'enfant qui, tu Mhm. vois, récupère des infos à gauche à droite et se fait un petit peu sa propre science, quoi. Ok, ok, je vois.
Et ensuite, alors j'ai quand même regardé ton parcours, hein, notamment via LinkedIn, on a une richesse d'informations. C'est clair. J'ai vu que tu allais que tu as fait une école de commerce après, Mhm, notamment que tu as beaucoup voyagé, tu es parti à Los Angeles, à Chicago, à Bordeaux, etc. Mais alors, école de commerce, on pense tout de suite richou. Faut se le mhm, dire, faut pas se le cacher. Comment, du coup, ton rapport à l'argent a évolué en étant en école? Est-ce que tu étais mhm, plutôt l'étudiante, je vais caricaturer, hein, mais l'étudiante vraiment qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, qui va jobber, avoir 3 jobs tout en faisant ses études? Est-ce qu'au contraire, tu étais l'étudiante Pacha ou est-ce que l'étudiante mhm, smart qui commence à se dire bon l'école ça coûte tant, si je fais de l'alternance je vais économiser 2 années et en même temps je vais mettre des sous de côté et je vais prendre toutes les aides que je peux, je vais commencer à investir, tu vois, il y a mhm. quand même un bon profil. Mm. Bah, déjà, il faut savoir que moi, j'ai compris, ou j'ai connu plutôt le système des écoles de commerce, encore une fois, grâce à la télévision, parce que j'avais regardé à l'époque un documentaire, je sais plus si c'était Capital, Zone Interdite, sur les prépas, mais c'était surtout sur les étudiants qui venaient des ZEP et Mhm. qui intégraient des grandes prépas parisiennes avant d'intégrer des écoles de commerce. Et en fait, il y avait pour moi une espèce de fantasme de la mobilité sociale en me disant, oh waouh, on peut avoir accès à cette élite. Tu vois, j'avais l'impression que c'était l'élite de la France et du coup, j'ai C'est ce qu'ils nous disaient aussi. bah, moi, le truc, c'est qu'à l'époque, quand je découvre ça à la télévision, je ne connaissais pas, tu vois. Et même, je me rappelle, j'étais au lycée, et mes parents non plus ne connaissaient pas nécessairement le système des prépas. Et donc, je leur dis, moi, c'est ce que je veux faire. Mais sans vraiment savoir ce qui m'attend. Je me disais juste, ça a l'air d'être un truc où quand tu le fais, tu as accès à des espaces auxquels tu n'aurais pas accès en passant pas par là, tu vois. Donc, Mhm. je fais une prépa en effet, et après, je rentre dans le monde de l'école de commerce. Et c'est un monde, tu vois, pour moi qui ai grandi en Guadeloupe, une petite île, déjà d'arriver en prépa à La Rochelle pendant 2 ans, puis ensuite Bordeaux pendant 3 ans. Euh, Par contre, j'ai vécu mes années prépa et école de commerce et ça fait partie des plus belles années de ma vie, tu vois. Ça a été vraiment une expérience riche. Je pense que j'étais fascinée, en fait, de découvrir autant de nouvelles choses, tu vois. Je suis arrivée en prépa, on était une classe de 20, on venait tous d'horizons différents. Je m'étais fait des très très bons copains. Donc moi, les week-ends, souvent, comme je pouvais pas rentrer chez moi, ben, on m'invitait. Donc je suis partie en Angoulême, à Saintes, en Vendée. Du coup, moi, je découvrais aussi la France, tu vois. Ça me faisait découvrir quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai trouvé ça assez fantastique. Je voyais bien aussi, encore une fois, on ne venait pas des mêmes environnements Oui. socio-économiques, tu vois. Mais j'étais aussi fascinée un petit peu par ça, de manière un peu naïve, tu vois. Comment est-ce que les gens consomment, ce qu'ils mangent, c'est différent, le savoir-faire, le savoir-être et tout. Et puis quand j'arrive en école de commerce, rebelote, là, tu passes d'une classe de 20 à une promo de 300 personnes, tu vois, qui viennent de partout en France, mais aussi à l'international. Et encore une fois, petit à petit, tu commences à voir les différences socio-économiques. Moi, déjà, quand je suis arrivée en école de commerce, euh, mes parents ont fait un prêt. Donc, moi, j'avais un prêt Mhm. étudiant pour pouvoir financer euh, mon école. Ça ne t'a Ensuite, pas fait peur à toi ou à tes parents de faire un prêt, de se dire, mais mon Dieu, je dois quand même, je sais ça a, pas, les écoles de commerce, c'est quand même ça a jamais cher. été une conversation, en fait. Et c'est ça qui est Ok. particulier, tu vois. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que moi, j'ai jamais eu cet échange là autour de l'argent. Je me souviens, j'ai été Mhm. au rendez-vous avec mon père à la banque. Il m'a dit, bon, ben, vu que tu vas faire une école, il faut payer l'école. Ben, prêt, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Pragmatique, on y va. Voilà, Mhm. donc un prêt étudiant pour. Après, par contre, mes parents m'aidaient notamment pour payer mon loyer, tu Mhm. vois. Et après, moi, pour tout ce qui était les extras, j'utilisais justement tous les jobs que tu pouvais faire via l'asso qui se chargeait de trouver des jobs étudiants pour pouvoir, tu vois, si je voulais aller au ski, si je voulais avoir un peu de sous pour faire mon shopping, ben moi je jobais, tu vois, généralement les week-ends.
faire des animations dans les centres commerciaux, distribuer des flyers dans Oh, les rues en plein hiver, tu vois, oui. pour pouvoir avoir un peu de sous, pour pouvoir essayer d'avoir aussi le même train de vie que les copains Que et les les copines que je me suis fait sur place et qui n'avaient nécessairement pas besoin de bosser, tu vois, mais j'en garde quand même, enfin j'en garde parce que c'était pas triste du tout, c'est relou, mais j'en garde des très bons souvenirs, quoi. Et quel a été ton rapport, je dirais, au travail? Parce que à côté, tu as les copains qui sont pas forcément obligés de bosser. On parle des jobs alimentaires, Mhm, mais parfois, là, je vais parler de moi, je voyais aussi ceux qui se disaient, bon, que ce soit la prépa ou l'école de commerce, de toute façon, derrière, mon avenir est déjà assuré. Donc du coup, même à ce niveau-là, il n'y avait pas cette notion de travail pour aller chercher des opportunités parce que c'était déjà là. mhm. Toi, quel a été ton rapport? Est-ce que ça a été plus simple? Est-ce que ça a été fluide? Je pense que ça a été fluide parce que j'ai commencé à travailler très tôt. Euh, Mmh. j'ai commencé à jobber mes premiers jobs en été quand j'avais 15 ans, tu vois. Ah oui, quand Je même. partais en séjour linguistique, je pars en séjour linguistique. Je suis partie en séjour linguistique dès l'âge de mes 12 ans. Et je me rappelle, à partir de mes 14-15 ans, pour pouvoir avoir de l'argent de poche, justement, pour pouvoir me faire Mmh. plaisir pendant les séjours linguistiques, ben, je travaillais l'été pour pouvoir financer déjà, tu vois, bon, à l'époque, c'était mon shopping et ce que j'allais manger, enfin, Ouais, c'est tu très vois, les bien. goûter, mais voilà, Oui. donc tu vois, ce truc-là d'aller travailler pour faire de l'argent, pour moi, je crois que ça a jamais trop été un blocage parce que, enfin, j'avais Mmh mh. compris que en tout cas, il y avait ce moyen-là qui existait Mmh. de pouvoir faire des choses. Après, forcément, je mentirais si je dis pas que ça crée un peu de frustration, tu vois, quand tu vois les copains qui ont absolument pas besoin de bosser le week-end, qui se posent pas du tout les mêmes questions que toi, enfin, qui ont pas du tout, je sentais bien qu'ils ont pas du tout le même rapport. On va en soirée, on dépense pas les mêmes Mmh sommes mh. d'argent, on vit dans des apparts, on vit pas dans les mêmes apparts. Enfin, tu vois, il y a tout ce, en fait, tu prends conscience des classes un peu socio-économiques différentes auxquelles tu commences à avoir conscience, mais qui sont peut-être un peu moins Confiance. marquées Mmh mh. que quand tu arrives que quand tu arrives dans ces espaces-là. Mais je sais qu'encore une fois, j'ai toujours été très drivée par l'ambition et non la frustration. Et à chaque fois, tu vois, il y avait cette volonté, bah, le fait d'avoir eu aussi l'occasion de faire des stages aux États-Unis et du coup d'avoir d'autres modèles de représentation aussi. Il y avait un peu ce fantasme de la volonté de réussir, même si je savais pas forcément ce que je mettais derrière le mot réussir, dans quoi. OK. Mais je sais que ce feu-là m'a animé depuis toujours. Il y avait quelque chose là Dans l'air. ouais, dans les personnes qui allaient au Mmh. bout, tu vois, d'un rêve ou de quelque chose qui m'attirait énormément, quoi. OK. OK, et tu as parlé des États-Unis, du coup, ça me pose la question, hein, parce qu'on sait, en étant en territoire, français, que le rapport à l'argent est très tabou et complètement différent des États-Unis, qu'on prend souvent pour exemple comme, the rapport à avoir. À titre personnel, je dis apprendre avec des pincettes. C'est pas parce qu'ils sont décomplexés que ça veut dire que c'est mieux, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? En allant là-bas, du rapport à l'argent, du make money, du côté hustle life aussi qui est très présent. Moi, mon rapport aux États-Unis, il a beaucoup évolué parce que c'est un pays, déjà, c'est un pays qui est immense. Donc, moi, j'en connais vraiment que des tout petits fragments. J'ai eu quand même la chance d'y aller assez Mmh. souvent. Et en fait, c'est comme partout. Il n'y a pas de, rien n'est parfait et tout n'est pas à jeter, quoi. Donc, Mmh. le rapport à l'argent, je pense que au départ, ce qui m'a attiré dans les États-Unis, évidemment, c'est ce rapport de grandeur. Tout est immense, les proportions, tout est démultiplié, etc. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est évidemment, vu qu'on n'a pas la même histoire et l'histoire des communautés afrodescendantes aux États-Unis n'est pas la même, donc ils ont eu aussi, ils ont pu aussi développer des choses qui ont permis
à des personnes afrodescendantes d'être économiquement très très solides et de pouvoir Mhm. créer de la richesse pour elles, mais aussi pour les générations à venir, ce qui est moins le cas, en tout cas moins visible euh, dans Ok. l'espace francophone. Donc c'était très intéressant en termes de représentation, de voir comment ça fonctionne, etc. Après, je fais très attention parce que c'est un système ultra capitaliste. Le capitalisme a ses limites et a ses failles, et c'est des sociétés qui sont ultra endettées. Mhm. Donc ça aussi, après, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot richesse, euh, quelle quantité de richesse, à quelle quantité de richesse on s'arrête, est-ce que être aussi surendetté, enfin qu'est-ce qu'on fait de la question de la dette, tu vois, tout ça aussi c'est des questions qui me qui m'intéressent beaucoup et qui font que j'ai un regard aussi mitigé sur les États-Unis, Mhm. quoi. Ok, c'est intéressant. C'est vrai que le rapport à la dette chez eux est quand même différent. Disons qu'il y a moins de protection par rapport aux gens qui s'endettent. Donc oui, je comprends. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur la notion de collectif aussi au niveau des communautés afrodescendantes américaines. C'est vrai que ça a permis de faire de la richesse générationnelle. Quelque Mhm, chose dont on ne parle pas assez, quoi. Mais ouais, c'est un mélange de collectif et de transmission. Mm. mhm, Alors, maintenant qu'on a abordé vraiment ces aspects-là, on va aller sur ta vie professionnelle. Tu m'as dit que tu étais une artiste. Euh, je sais que tu as fait plusieurs choses avant d'être ou de t'affirmer ou d'assumer ce côté artistique. Tu es passé par des phases de salarié, puis tu es passé par des phases d'entrepreneuriat. Peut-être que tu l'es toujours à côté, hein. Et maintenant, tu es à nouveau salarié, mais en même temps artiste, en même temps entrepreneur. En gros, comme tu disais, tu es multifacette comme les diamants. Et donc, du coup, non, mais disons les choses. Et donc, du coup, moi, je me posais la question en regardant les secteurs notamment que tu as côtoyés, beaucoup de secteurs artistiques, événementiels, musical, donc, ou associatifs aussi. Donc, c'est vraiment ton univers, j'ai l'impression. Et je voulais savoir comment l'argent circule dans ce milieu-là, dans le milieu artistique, tu vois, notamment toi. Aujourd'hui, tu as créé des œuvres, notamment un livre qui s'appelle Reine des temps modernes. Allez l'acheter, je vous en prie. Plus un webzine associé, puis tu as aussi créé des recueils de poèmes. Et récemment, tu as fait ta première exposition en Guadeloupe, que je crois, tu vas me le dire, hein, tu as autofinancé, si je ne m'abuse. mhm. Donc, comment tu vois les choses en fait dans ce milieu artistique au niveau du rapport à l'argent? J'espère que tu as 3 heures. Non, mais Euh, j'attends ta série sur les dessous de l'exposition. Écoute, comme je l'ai dit au début, je pense que à un moment, j'ai eu ce besoin de justement comprendre ce qu'était l'argent, euh, le rapport que je pouvais avoir avec celui-ci, parce que j'ai compris que c'était véritablement un moyen. C'est pas le Mhm. seul moyen, mais en tout cas, c'est un des moyens qui permet de pouvoir aller à la destination vers laquelle j'ai Tout à envie fait. de me tourner. Alors, tout ce que je vais te dire, c'est des années comment dire, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est le cheminement qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire ça, mais à l'instant T, j'ai jamais vraiment l'impression d'avoir de plan. J'ai des intuitions, mais j'ai pas un plan tout défini, tu vois, à chaque fois. Ok. Mais j'essaye au fur et à mesure quand même d'écouter mes intuitions. Aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans, tu vois. Je dis 10 ans parce que mon point de départ, c'est le moment où j'ai été diplômée, donc en 2014. C'est le moment où tu rentres dans la vie, comme on dit, la vie réelle, comme si c'était pas la vie réelle avant, mais
En tout cas, c'est le moment où tu coupes, t'es censé couper le cordon ombilical. Pour certains, c'est plus jeune, pour d'autres, c'est plus tard. Mais en tout cas, moi, ça a été à ce moment-là où j'ai coupé le cordon ombilical, on va dire, avec vraiment la famille, même d'un point de vue entre guillemets économique. Tu voyais qu'il faut Oui, commencer à travailler pour gagner de oui. l'argent, pour s'assumer, etc., etc. Et en fait, je pense que ma chance aussi, c'est que au moment de cette diplomation, c'est le moment aussi où j'entame mon projet Reine des temps modernes. Et je pense que le Mhm, fait d'entamer un projet et de ne pas être que dans le salariat a fait que j'ai dû rapidement me poser un certain nombre de questions mhm, sur, ok, déjà mon rapport au temps et mon rapport à l'argent. Parce que quand tu es salarié et que tu n'es que t'es entre guillemets que salarié, tu as un employeur qui te paye, euh, des projets que que tu tu peux avoir, travailles ou pas? voilà, et les projets que tu peux avoir, souvent, c'est des projets peut-être IMO ou de voyage ou, tu vois, mais du coup, cette source de revenus peut te permettre de pouvoir mener ces actions, on va dire, assez claires et définies, tu vois. Sauf qu'à partir du moment où je me lance dans ce projet Reine des temps modernes et que je commence à mettre des chiffres en face des lignes Excel du projet, je vois bien que mon salaire ne suffira absolument pas à couvrir les Mhm, dépenses qui vont permettre mhm. de donner vie au projet. Donc là, tu commences à te poser la question, ok, comment faire pour que ça se fasse? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Parmi les ressources dont j'ai besoin, il y avait le fait d'aller chercher de l'argent pour pouvoir payer les personnes qui allaient être capables de réaliser le projet en question, tu vois. Et qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es allé chercher de l'argent? Tu es allé où? Ah, Tu as demandé à qui? à ce moment-là, alors, moi, je pense que dans mes process, c'est très très bête, mais souvent quand je me retrouve enfin, dans des débuts de process, j'essaie de poser toutes les questions bêtes possibles, tu vois. C'est-à-dire, ok, ça coûte tant, comment, enfin, je sais pas, vu que c'était un projet de livre, comment on finance un livre, à qui on va demander de l'argent, comment on fait, et puis je mets toutes les Mhm. options et je vois quelles sont les options que moi je peux appliquer, tu vois. Donc à l'époque, Ok. vu que j'ai vu que je pouvais pas autofinancer parce que c'était pas possible au vu de mes Mhm. capacités. À l'époque, c'était aussi la grande vague du crowdfunding. Donc j'ai tenté le Ok. crowdfunding, sauf que bon, un crowdfunding, ça se prépare, je savais absolument pas, enfin, j'ai Mhm. pas il n'a pas réussi ce crowdfunding, mais c'était quand même enrichissant comme expérience. Puis je suis passée à un système de commande, de système de précommande, Ok. pardon. Le système de Ok. précommande, ça a fonctionné, donc du coup, je disais aux clients de précommander les ouvrages et quand j'avais un minimum de commandes, ça me permettait d'avoir la trésorerie pour pouvoir lancer Lancer une production. une production. Ensuite, Ok. j'ai découvert qu'il y avait aussi des aides et des subventions qui existaient, qui pouvaient accompagner, Mhm. mais pour ça, il fallait avoir des structures. Enfin, du coup, tu vois, à chaque fois, D'accord. c'est en avançant étape par étape que je découvre les différentes manières qui peuvent exister de financer un projet, d'aller chercher de l'argent. Donc, les années faisant, les projets se développant, on va dire que je me muscle aussi, tu vois, à Mhm. comprendre, etc. Et puis, à un moment, tu comprends aussi que c'est bien de financer les projets, mais si tu te finances pas toi, tu peux pas vivre en fait. Donc du coup, si tu veux Mhm. sortir du salariat, comment créer une économie autour de soi en créant une Mhm. entreprise, mais une entreprise de quoi? Donc c'est comme ça aussi que je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Comment on crée une société? Comment on gagne de l'argent avec une société? Mhm. Euh, Donc, avoir tu une avais une double activité, en fait. Tu avais vraiment Reine des temps modernes et à côté, tu avais une autre activité clairement. qui finançait Reine des temps modernes. Exactement. Et j'ai toujours été très plurielle dans mes activités. Et c'est Mhm. pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est compliqué de me définir parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis encore salariée. Aujourd'hui, j'ai encore mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai aussi mon association. J'ai également mon statut d'artiste-auteur. Donc, c'est comme si Ok. j'avais toutes ces entités qu'il faut faire vivre et qu'il faut Mhm. alimenter et qui me permettent de créer l'écosystème que je tente de développer parce que pour moi, c'est aussi, on va dire, je fais en, je fais en faisant et je cherche en faisant. Parce que j'ai l'impression, Ok. je cherche aussi à comprendre justement ma volonté, c'est comment réussir sur le long terme à créer une économie qui soit viable,
autour de ce que je peux faire et de ce que je peux proposer. Et je suis en plein dedans. Et je sais même pas si je trouverai la réponse exacte, mais en tout cas, j'expérimente et j'expérimente au fur et à mesure, quoi. Je sais pas du tout si j'ai répondu à ta question. Et Ah oui, j'espère. je trouve ça non, mais je trouve ça intéressant, en fait, parce que moi, dans mon esprit, enfin, après, c'est les caricatures, des artistes, hein. Je voyais, ben, il y a soit l'artiste qui a un mécène, tu vois? Donc qui est entièrement financé, pour, juste créer. Donc, les artistes qui s'autofinancent parce qu'ils le peuvent, ou des artistes qui, au contraire, ont des jobs alimentaires, et je parle vraiment des jobs alimentaires comme être serveur ou hôte, pour justement passer des castings à côté, etc. Mais il faut faire en fonction de qui on est et de son contexte, tu vois. Moi, mon contexte, comme je t'ai dit, c'est que je n'ai pas ce réseau de mécènes autour de moi. Peut-être que dans 10 ans, on se reparle et je te dis, moi aujourd'hui, J'arrête tout, je, je suis financée uniquement par des mécènes et du coup, donc je crée. voilà, tu vois, peut-être. Sauf que mon contexte, c'est pas celui-là, donc il a fallu trouver des solutions et j'ai essayé en fait de trouver des solutions qui correspondent aussi, comme je t'ai dit, à mes ambitions et à mes attentes, parce que encore une fois, c'est quel artiste tu veux être. Mais après, c'est même quel Mmh. citoyen tu veux être, quel individu tu veux être, tu vois. T'as des gens qui ont des envies différentes que d'autres. Moi, je sais que mes ambitions sont celles qu'elles sont et de ce fait, euh, la question de l'argent et des moyens que je peux avoir, c'est important pour moi parce que j'ai des ambitions et des objectifs précis, quoi. OK. Et aujourd'hui, est-ce que du coup, bah, je pense que c'est peut-être plus important, c'est peut-être moi qui l'interprète comme ça, mais la partie artistique, est-ce que tu te rémunères dessus ou pas du tout? Parce que tu t'es quand même défini par rapport au côté artistique, Mhm. mais tu as d'autres activités qui soutiennent ton quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de vivre à 100% de ce domaine artistique? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à engranger du Des financement dessus? reins. Parce que pour ton expo, par Mhm. exemple, elle était gratuite, il me semble. Mhm. Après, c'est souvent le cas de beaucoup d'expos, hein, c'est pas que toi, hein. Mhm. Donc, mais comment justement ce type de projet, C'est quoi le modèle économique? finalement, est rentable? Tu vois? Comment il est Mhm. vraiment rentable, ce type de projet? Par exemple, l'expo, comment tu considères que c'est rentable? Tout à Est-ce que fait. c'est le fait que les gens l'aient vu et c'est fini? Est-ce que c'est le fait que derrière, il y a d'autres projets qui Mhm. arrivent, ou voilà? Alors, il y a deux choses. La première, déjà, pour répondre juste au fait de me définir en tant qu'artiste, c'est simplement parce que demain, si j'ai plus rien, je reste une artiste. Et c'est ce que je suis, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, être salarié, ça ne me définit pas parce que c'est mon temps que je donne contre quelque chose à un employeur. Être salarié, OK. ça me définit absolument pas, tu vois. Que j'ai de l'argent, que j'ai pas de l'argent, je suis une artiste. Que je sois salarié ou pas salarié, je OK. suis une artiste. Pourquoi? Parce que je considère que ce qui me fait vibrer, c'est créer. Et être une Mmh. artiste, pour moi, c'est être quelqu'un qui crée. C'est pour ça que c'est cette Ouais. définition-là que j'emploie et ce, quel que soit comment dire, enfin, le médium qui me permet le plus de gagner de l'argent ou pas. OK, C'est la première chose. d'accord. Après, pour être très pragmatique sur la deuxième partie de question, sur justement ce modèle économique, comme j'ai dit, moi, c'est vraiment un sujet je peux même dire qui me passionne parce que mon objectif, en toute humilité, c'est de comment réussir à être une artiste économiquement viable. C'est-à-dire qui est capable OK. d'avoir un modèle économique où je sais que je peux vivre, où je peux vivre correctement et je peux créer de la richesse pour moi, mais aussi pour les générations qui viennent après moi. Comment je me rémunère aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui me rapporte évidemment le plus d'argent, c'est le salariat. Ça, il y a Mmh. absolument aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est aussi le salariat qui me permet également de financer une partie de mes projets artistiques. Ça, c'est la première chose. Après, tu me parlais par exemple de l'exposition, parce qu'au final, ça fait un an que je me suis, euh,
ça fait 1 an que j'ai décidé de me professionnaliser en tant qu'artiste visuel et donc de faire de la photographie et des arts visuels une pratique professionnelle. Donc, on va dire que ça fait vraiment qu'un an que je crée une économie autour de ça. Maintenant, je considère qu'en 1 an, j'ai aussi, j'ai appris beaucoup de choses et même dans la manière dont j'ai pensé mon exposition, tu vois. Mhm. Euh, Mon objectif quand j'ai fait mon expo, c'était que mon expo soit rentable. C'était pas, je ne Mhm. voulais pas perdre d'argent, je voulais gagner de l'argent. Gagner de l'argent, pourquoi? Parce que je savais que c'est déjà un, parce que je voulais pas m'appauvrir, tout simplement, et de Mhm. deux, parce que pour moi, c'était aussi une manière de pouvoir, payer toutes les personnes avec qui je travaillais, et de deux, réinvestir cet argent dans les projets à venir. Donc, qu'est-ce que j'ai Ok. fait? Pour l'exposition, j'ai fait une demande de subvention, enfin j'ai fait plusieurs demandes de subvention, mais celle que j'ai obtenue en tout cas, ça a été notamment une aide euh, de la DAC, donc la Direction des Mhm. Affaires culturelles, qui donc a financé une partie de l'expo, mais ça couvrait aller peut-être 30% de Ok. l'exposition. Donc ça a été la première chose. Ensuite, j'ai investi des fonds propres. Mhm. Donc pareil, Ok. je pense que c'était, on était sur, non, je mens, peut-être 40% la DAC. Moi, j'ai dû mettre entre 10 et 20%. Mhm. Mon exposition, elle était en Guadeloupe, donc même dans la manière de construire mon budget, moi, vu que à ce moment-là, j'étais encore à Paris, il fallait que je prenne en compte, tu vois, mes allers-retours pour pouvoir être sur place. Donc ça, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec Air Caraïbes, donc c'est une ligne, tu vois, que j'ai eu entre Donc, guillemets en nature dans mon budget. Je participais au festival à travers, j'ai fait mon exposition dans le cadre d'un festival, donc le festival ok. également a participé partie de la production de l'exposition. Et ensuite, en face, dans mes produits, dans les choses que j'ai gagnées, j'ai aussi vendu des œuvres. Et donc, Ok. la vente de Mhm. plusieurs de mes œuvres sur ma balance a fait que mon exposition, elle a été rentable Mhm. et que du coup, j'ai pu aussi payer à la fois tous mes partenaires, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur le projet, parce que ça aussi, c'est important pour moi. Quand je parle d'économie, c'est ça, c'est de pouvoir avoir les moyens de pouvoir aussi, comment dire, réinjecter une partie des fonds que Là. tu gagnes dans le collectif autour de toi pour pouvoir, entre guillemets, avancer ensemble. Donc ça, c'est, tu vois, c'est la manière dont j'ai financé mon expo. Et en fait, c'est comme ça que je pense mes projets aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je pense un projet, l'objectif, comme je dis, c'est un, de pas m'appauvrir et de deux, c'est même pas tant, c'est pas quand je dis la rentabilité. Oui, l'idée, c'est de gagner, c'est pas tant de gagner de l'argent, mais c'est en tout cas comment faire en sorte que ça permette de créer des ressources qui permettent de pouvoir Mhm. continuer à créer, tu vois, Oui. de manière un peu plus serein à chaque fois, quoi. Mhm. Que ça fasse un peu un effet cumulé comme à la bourse, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Ok, ok, je Exactement. vois. C'est super intéressant. Ça donne envie aussi de créer. Je ne suis pas, je n'ai pas d'expo, je tiens à le dire. Non, j'allais juste dire que pour Vas-y. répondre aussi à ta question, à la dernière question que tu m'as posée, qui était Mhm. aussi comment je me rémunère, ben maintenant aussi, moi, dans la manière dont je construis les budgets pour mes projets, j'intègre aussi la rémunération de ma production, tu vois. Donc, c'est aussi tout ça, Mhm. mon année 2024, elle est très concentrée là-dessus. C'est comment, parce que oui, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, j'ai beau être multiple, euh, j'ai envie d'avoir le temps, le maximum de temps pour la création parce que c'est ça qui me fait vibrer. Donc de pouvoir réduire le temps que je donne à autre chose, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. Donc pour pouvoir faire cette transition, il faut que je sois capable de pouvoir justement me penser une économie qui me permette de ne plus avoir à donner ce temps-là contre cet argent-là. Donc c'est un peu un Ok, casse-tête, c'est un casse-tête, je suis en plein dedans, je cherche, mais ok, je vois. En tout cas, c'est super riche comme témoignage. Franchement, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que les auditeurs et les auditrices aussi auront appris énormément de cette expérience. Là, on va arriver vers la fin du podcast. J'aurai trois questions à te poser.
et tu réponds bien évidemment du tac au tac. La première, je crois que tu as déjà un peu répondu, mais Mhm. voilà, on va la reposer. Si demain, on te disait que l'argent n'existait plus, que ferais-tu? Qui serais-tu? Je serai une artiste, toujours. Voilà. Éducation financière pour ou contre, en famille ou à l'école? Éducation financière pour et partout, parce qu'au final, l'école, ça reste quand même un espace où on se forme, et donc Mmh. ce serait bien dommage de s'en priver, et en famille aussi, parce que malheureusement ou heureusement, on n'est que la somme des personnes qui nous ont créés, donc en fonction de eux aussi, leur rapport, ça a quand même un impact sur nous, notre rapport, donc c'est comment on construit, déconstruit, renforce ça, Mmh. quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore une croyance ou une peur financière que tu entretiens, qui est là, dans Bien ton sûr, quotidien? bien sûr, tous les jours, j'ai l'impression que du jour au lendemain, je pourrais me retrouver SDF. Je me dis: «Ah, s'il y a une OK, galère». Donc je travaille là-dessus, je travaille sur cette peur de tout perdre. C'est un OK, de mes OK. sujets, ouais. D'accord, OK. Et puis, une dernière question qui n'était pas prévue, quels sont tes projets futurs? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si jamais on s'intéresse à ce que tu fais. Si vous vous intéressez à ce que je fais, où est-ce que vous pouvez me retrouver? Alors déjà, j'ai une newsletter, que j'envoie, sans aucune, comment dire? Sans aucun calendrier fixe. Je connais. Voilà, qui s'appelle BLT en Canaries, qui est sur Substack. Si vous tapez Wendy Zaibo, vous pourrez retrouver. C'est vraiment un médium qui me plaît, qui me parle aujourd'hui, parce que justement, j'ai l'impression de pouvoir avoir mon rythme, de ne pas être limité aussi dans les informations que je peux partager. Et c'est un peu aussi mon espace où je dépose aussi un peu les bribes de recherche que je fais en parallèle, et que j'ai envie de partager, parce que je me dis que tout le monde devrait connaître ou savoir. Euh, Après, Instagram aussi, où on peut suivre un peu mon actualité. Et ben, pour mes actualités du moment, ben, jusqu'en avril, j'ai actuellement une expo collective qui se déroule à Séoul, en Corée. Euh, OK. En mai, il y a la Biennale de Dakar, et du coup, je partirai au Sénégal et j'exposerai dans le cadre du off de la Biennale du côté de Saint-Louis. Mmh. Et D'accord. puis, je prépare aussi pour cet été une résidence et peut-être une expo. Je suis en train de travailler dessus, donc on va voir. Mmh. Du côté du Brésil, donc Oh là j'y là, mon suis Dieu, mais on va revoyager. je suis absolument OK. ravie, sous l'eau, mais Mmh. ravie, mais sous l'eau. OK. L'actualité à venir les plus. Et puis en parallèle aussi, je fais un mentorat là à l'École nationale de la photographie à Arles, qui se termine en juin, et dans le cadre duquel Mmh. aussi je vais pouvoir présenter les travaux, notamment ben, les recherches sur lesquelles je bosse en ce moment OK. sur le plan artistique. D'accord. OK. Voilà. Quand tu dis mentorat, c'est quoi? Tu donnes des cours à Non, je suis des mentorée. En étudiants? fait, Ah, tu es mentoré. voilà, on est OK. un groupe de 8 photographes professionnels, et on est mentoré par 2 autres photographes professionnels reconnus à l'international, qui nous accompagnent en fait à développer notre projet de recherche photographique. OK, d'accord, c'est super intéressant. Tu as effectivement des projets super intéressants. Alors, ben, n'hésitez pas, en tout cas tout le monde, vous pouvez aller la voir soit au Sénégal, soit au Brésil, soit soit à Séoul. Vous voyez? Sinon, Donc, Instagram, ça marche aussi, sinon c'est à sur portée de main. Instagram aussi. C'est à portée d'un clic, donc n'hésitez pas. En Exact. tout cas, je te remercie énormément, d'être venu sur le podcast Avec grand Coquillage plaisir. or et argent Merci à toi. et c'était un plaisir, vraiment. Merci à toi encore pour l'accueil, et les questions, et puis la conversation. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre
5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.